Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 9 de Management, sciences de gestion et numérique du programme de Terminal technologique. Comment le management prend-il en compte les attentes des acteurs dans l'organisation? Là, nous sommes rentrés dans le thème 2 du programme, les organisations et les acteurs. Donc ici, on va beaucoup plus parler d'acteurs, de ressources humaines, on parlera de communication aussi, etc. Alors, les notions qu'il va falloir maîtriser durant ce chapitre, c'est déjà les intérêts et attentes qui peuvent être divergentes ou convergentes des acteurs internes, la culture de l'organisation, le style de direction et la dynamique de groupe. Deux capacités à maîtriser, identifier les différents acteurs dans les organisations et leurs intérêts respectifs, et reconnaître les différents types et styles de direction. Deux séances. Une première séance, quels sont les intérêts et attentes des acteurs d'une organisation, et enfin séance 2, comment favoriser la cohésion des acteurs internes. On verra trois moyens de favoriser cette cohésion interne. Il faut savoir qu'au sein des organisations, il y a une grande variété d'acteurs qui ont tous des rôles différents. Leurs objectifs et leurs intérêts, certains sont convergents, mais d'autres vont être divergents. Pour rappel, convergent, tout le monde est d'accord, divergent, on n'est pas d'accord. Le rôle du management ici, ça va être de faire en sorte d'augmenter la cohésion de ces acteurs pour pouvoir les motiver collectivement, mais aussi individuellement, en faisant en sorte d'être performants, mais tout en ayant quand même de bonnes conditions de travail, en ayant une bonne qualité de vie au travail. Donc première séance, quels sont les intérêts et attentes des acteurs d'une organisation? Premier acteur ici qu'on va étudier, le propriétaire. Lui, il détient la propriété de l'entreprise, il va prendre des décisions stratégiques et lui, ce qu'il veut, c'est générer du profit et assurer la pérennité de l'entreprise. Ensuite, on a les actionnaires. Eux, ils veulent rentabiliser leurs investissements. Ils possèdent des actions, donc des titres de propriété de l'entreprise, qui leur donnent le droit et de percevoir des dividendes et de participer aux prises de décision. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est faire en sorte que leur investissement soit rentable. Ils veulent pouvoir gagner plus d'argent qu'ils en ont donné. Ensuite, vous avez le dirigeant. Le dirigeant, lui, il dirige l'entreprise, comme son nom l'indique, pour atteindre les objectifs stratégiques qui ont été fixés par le propriétaire et par les actionnaires. Et ces objectifs vont lui permettre de générer du profit pour pouvoir satisfaire ces deux acteurs. On a ensuite les salariés. Eux, ils sont liés à l'entreprise par un contrat de travail. Ils veulent obtenir une rémunération en échange de leur force de travail. Ils veulent aussi travailler dans de bonnes conditions. Ils veulent un juste partage de la valeur ajoutée, une sécurité de l'emploi, etc. Et à côté d'eux, on a les délégués du personnel et les délégués syndicaux qui, eux, défendent les droits des salariés et leurs conditions de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des différences qui existent entre les relations. Les organisations font de plus en plus appel à des prestataires pour pouvoir accomplir certaines missions, ce qui fait que la relation est différente avec certains de ses salariés. Si on prend aussi exemple des organisations publiques et des OSC, les attentes des parties prenantes sont complètement différentes. Ici, un bénévole recherchera plutôt un épanouissement personnel vu qu'il ne touchera pas de salaire, donc vous ne pourrez pas essayer de le motiver avec un salaire, c'est un bénévole, il ne touche pas de salaire de toute façon. En fait, en général, les différents acteurs ont des objectifs convergents, ils ont même un objectif convergent, un intérêt convergent, c'est simplement assurer la pérennité de l'organisation. Tout le monde veut que cette organisation puisse continuer d'être pérenne, parce que sinon leurs autres intérêts et leurs autres objectifs, ils ne pourront jamais se réaliser, ils ne pourront jamais être satisfaits. Ce qui fait que tout le monde est d'accord sur un point, il faut que l'organisation soit pérenne. Mais on a aussi des objectifs, des intérêts qui sont divergents. Les plus connus, les voilà, vous avez les salariés qui, eux, veulent un salaire plus élevé. Alors je vous renvoie ici sur vos cours de sciences de gestion de l'année dernière. Si on augmente le salaire des salariés, on va augmenter nos charges. Si on augmente nos charges, c'est le bénéfice qui diminue. Et le problème, c'est qu'à côté, les actionnaires, eux, ils veulent plus de dividendes. Si on veut donner plus de dividendes, il faut que le bénéfice soit plus fort. Donc là, déjà, vous voyez un problème. Si vous donnez plus aux salariés, vous donnerez moins aux actionnaires. Et vice-versa. Et si on rajoute en plus le dirigeant, qui lui, il veut surtout la croissance de l'entreprise et donc un bon autofinancement, il lui faut un bénéfice qui soit important et qui soit peu distribué. Parce que le bénéfice, il est en partie mis en autofinancement, donc mis en réserve, et en partie distribué. Donc si on veut une croissance de l'entreprise, un bon autofinancement, il faut déjà qu'on ait un gros bénéfice, donc
on n'augmente pas les salariés. Et il faut aussi qu'on donne peu de dividendes pour avoir droit à beaucoup d'autofinancement, donc on ne donne pas non plus aux actionnaires. Donc là, on est face à 3 gros intérêts divergents. Et c'est justement au manager de mettre d'accord tout le monde, c'est à lui de faire des choix. C'est à lui de concilier les objectifs de l'organisation avec ceux de toutes les parties prenantes. Voilà le travail ici du manager. Deuxième séance, comment favoriser la cohésion des acteurs internes. Le premier élément ici qu'on va voir pour favoriser la cohésion des acteurs internes, ça va être la culture de l'organisation. Alors qu'est-ce que c'est que la culture de l'organisation? C'est quelque chose que vous avez déjà vu l'an dernier. C'est l'ensemble des valeurs, des règles, des normes véhiculées par l'organisation et partagées par ses employés. En fait, l'idée de partager des valeurs communes, ça crée une cohésion auprès des salariés et donc ça augmente leur implication. Voilà simplement pourquoi la culture de l'organisation favorise la cohésion des acteurs internes, parce que la culture d'organisation, c'est un partage de valeurs, et que partager des valeurs, nécessairement, ça crée de la cohésion. Deuxième élément qui permet de favoriser la cohésion des acteurs internes, vous avez les styles de direction. Alors, le style de direction, c'est la manière qu'on a d'exercer le pouvoir, la manière qu'a le dirigeant d'établir les relations avec ses salariés. Et selon le théoricien Renzi Slikert, on peut distinguer 4 styles de direction. Le premier, c'est l'autoritaire. C'est quelqu'un qui impose ses décisions, qui suscite la crainte, qui menace, qui ne laisse pas d'initiative. Il veut juste qu'on respecte les ordres reçus. On a ensuite le dirigeant paternaliste. Il est très proche de l'autoritaire, mais lui, il est aussi proche de ses salariés. Il les considère comme ses enfants, il se préoccupe de leur bien-être, il distribue des bons points, des mauvais points, il peut avoir ses chouchous, etc. C'est le paternaliste. C'est un dirigeant qui se comporte en bon père de famille. On a ensuite le style de direction consultatif, où ici, le dirigeant a des rapports de confiance avec ses salariés, il encourage le travail en équipe et il les consulte toujours avant de prendre des décisions. Par contre, c'est quand même lui qui les prend, les décisions. Il reste le seul décideur. Et on a enfin le style participatif qui, on va dire, l'extrême opposé de l'autoritaire. Ici, les salariés participent à la gestion de l'organisation. Vous avez, dans certains cas, le pouvoir de décision qui est décentralisé, ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent. Il y a un usage de participation aux bénéfices et d'intéressement qui permet de motiver un peu plus les salariés. Et donc ici, on est vraiment dans un style de direction où le pouvoir de direction, de décision, est décentralisé, où le dirigeant est capable de déléguer une partie de son pouvoir aux salariés. Le style de direction peut être influencé par plusieurs facteurs. La personnalité du dirigeant, quelqu'un qui, par exemple, a très peu confiance en lui, vous allez plutôt le retrouver en dirigeant autoritaire parce qu'il va se cacher derrière une carapace de grosse autorité. La propriété de l'entreprise, est-ce que l'entreprise est plutôt familiale? Est-ce que c'est une entreprise très très grande avec des actionnaires qui viennent de partout? Ça aussi, ça joue sur le style de direction. La taille de l'organisation, on ne gère pas une petite entreprise de 5 salariés de la même manière qu'on gère une multinationale de plusieurs millions de salariés. La culture et l'environnement de l'organisation, ça joue aussi sur les styles de direction. Et enfin, le type d'organisation. Est-ce qu'on est sur une entreprise privée, une organisation publique ou une organisation de la société civile? Et il faut savoir surtout qu'il n'y a pas de style de direction idéal. Chaque style possède des avantages et des inconvénients. Et donc, le dirigeant doit pouvoir s'adapter à l'organisation et donc son style de direction peut changer selon les besoins. Ça peut arriver. On peut avoir un dirigeant qui était participatif, par exemple, et au vu de certains facteurs externes qui influencent son style de direction, il finit par se dire, bon non, participatif ça marche pas, je vais plutôt être paternaliste, par exemple. Et enfin, dernier élément qui permet de favoriser la cohésion des acteurs internes, c'est la dynamique de groupe. Qu'est-ce que c'est la dynamique de groupe? C'est un processus de fonctionnement d'un groupe dans lequel les membres s'adaptent aux différentes situations en modifiant leur structure relationnelle pour maintenir un équilibre. En fait, dans les groupes, on peut trouver des leaders, on peut identifier des leaders. Le leadership, c'est l'influence d'un individu sur un groupe. Et un bon leadership favorise une bonne dynamique de groupe. Un leader qui est reconnu par ses employés permet l'adhésion de l'équipe et entraîne une bonne cohésion, un bon équilibre. On a des salariés qui sont plus motivés et plus soudés. Ce qu'il faut savoir, c'est que un leader n'est pas forcément manager. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'influencer un groupe. Mais il n'est pas forcément manager, il n'a pas forcément un poste de manager. Tout comme à l'inverse, vous pouvez avoir quelqu'un qui a un poste de manager, mais qui n'est absolument pas un leader. Donc voilà la différence entre être un manager et être un leader.
et c'est le leader qui permet de créer cette dynamique de groupe. Voilà, c'est la fin du chapitre 9, comment le management prend-il en compte les attentes des acteurs dans l'organisation. Je vous souhaite de bonnes révisions et une bonne journée.